Hello, hello, je vois que tout le monde est en train de se connecter, c'est chouette. Marianne, t'as eu plein d'actu ces derniers temps? Oui, pas mal en effet. Ouais, ouais. Ouais. Bah après, on a un sujet qui fait qu'en ce moment, on parle beaucoup de nous. Et Mm. ouais, ouais, il y a eu pas mal de mise en avant. Plein de retombées presse pour cette nouvelle fabrique du Père Noël, C'est disons-le ça. comme ça. C'est chouette. Ça tombe bien, bah, ça va être notre sujet du jour pour aller voir un petit peu ce qui se passe derrière les rayons de jouets. Parce que s'il y en a qui ne le savent pas encore, Jouga, c'est des jouets qui sont issus du coup de l'économie circulaire et surtout qui sont dispo en magasin, donc dans les rayons où il y a des jouets neufs. Et donc c'est de ça dont on va parler. On va voir comment on fait pour amener du jouet neuf, enfin du jouet pardon, issu de l'économie circulaire à côté du jouet neuf en magasin. Ça va être tout l'enjeu de notre Lunch and Learn. Et peut-être en attendant le reste des participants, Marianne, j'ai une première question pour toi. On en a un petit peu parlé. C'est qu'est-ce qui fait que t'en es arrivée là aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi aujourd'hui tu fais ce que tu fais? Je fais ce que je fais. Ouais, alors, j'ai pas du tout le parcours classique qui pouvait m'emmener à venir faire du retail et à être distributeur, puisque je suis ingénieur chimiste de formation. J'ai d'abord bossé 15 ans dans le test et l'analyse de produits cosmétiques dans un grand groupe. J'ai passé un peu plus d'un an chez Tesla aussi. Mais à côté de ça, je suis aussi maman de trois enfants. Et en fait, comme beaucoup de personnes, on va dire, j'ai eu cette prise de conscience écologique un peu plus tard que les générations actuelles, mais je l'ai eue et de façon assez forte. Et même depuis toujours, pour des raisons écologiques et parce que j'aime les vieilles choses, je vais mettre des guillemets à vieilles parce que j'aime pas quand on parle de vieux jouets, mais du coup, j'ai toujours, moi, aimé chiner, aimé aller dans des brocantes, faire des vides-greniers. Donc, c'était quand même ancré en moi, même si j'en avais pas fait mon métier. Et donc, j'ai souhaité, par contre, enfin, me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai donc cherché des boîtes à impact. Et j'ai rencontré donc, Laura Boss, qui est la fondatrice de ce qui avant s'appelait Lady Cocotte et qui maintenant s'appelle Jouga depuis que je l'ai rejoint. Qui est en effet fournisseur de jouets d'occasion. Donc moi, j'ai acheté très peu de jouets neufs pour mes enfants. Mhm. Moi-même, j'avais la chance d'avoir une, euh, un atelier de réinsertion spécialisé dans le jouet juste à côté de chez moi, donc c'était facile d'accès. Les jouets d'occasion et des jouets d'occasion qui avaient été vérifiés, contrôlés, nettoyés et qui étaient plutôt en très bon état. Donc, euh, donc voilà, adepte depuis longtemps. Ce qui m'a vraiment plu dans le projet, de le déployer à grande échelle. Et je vous en dirai un petit peu plus sur le déploiement à grande échelle qu'on essaye de faire avec Top. Jouga. Et oui, et avec un petit coup d'accélérateur, j'ai l'impression, dans ces derniers mois, en tout cas cette dernière année, donc c'est top. C'est ça. Si tu veux, Marianne, je crois que tu avais préparé un peu des éléments pour qu'on rentre dans le sujet et qu'on comprenne bien Oui, comment Jouga fonctionne. Donc, si tu veux nous partager ta presse, c'est on- ça. pour réintroduire, j'ai manqué à tous mes devoirs puisque je suis censée expliquer un petit peu quand même c'est quoi un Lunch and Learn en introduction. Donc, un Lunch and Learn, c'est un webinaire qu'on organise avec des acteurs qui font l'économie circulaire. Et puis, justement, on va passer un petit peu de temps pour comprendre avec toi ce qui se cache derrière Jouga, comprendre le modèle économique, comment tu as accès à tes gisements, à tes points de collecte, comment tu fais tes implantations, etc. Et puis après, surtout, on va laisser la salle te poser des questions. Donc, on se prend 20 minutes comme ça de présentation et puis après, on aura 20-25 minutes d'échange. Oui, exactement. L'idée, c'est de ne pas faire un cours magistral, mais plutôt qu'on partage beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes, Alors, je vais cacher ça parce que vous devez voir. Vous voyez les c'est vignettes bon. aussi? Ouais. Ouais, Non, vous, là, vous c'est voyez, hein. parfait, là. Non, là, c'est Ouais. bon. OK. Du coup, donc voilà, vraiment, nous, notre mission aujourd'hui, c'est de révolutionner le marché d'occasion. Juste pour vous expliquer un petit peu comment est né Jouga, c'est né du constat que en 2021, en fait, donc Laura qui a créé la société voulait elle aussi faire un Noël 100% seconde main. Elle a utilisé ce qu'elle avait à sa disposition, à savoir Vinted Le Bon Coin. Il faut savoir que la recherche, elle a été assez chronophage, pas toujours qualitative.
Donc avec certaines déconvenues, c'est-à-dire qu'on pense que le jouet est en excellent état, puis quand on arrive, qu'on a fait 30 km, en fait, il n'est pas du tout en excellent état. Et du coup, elle qui venait du retail, par contre, a décidé de créer donc, la société Lady Cocotte, qui a d'abord été un site internet d'achat et de revente de jouets d'occasion en ligne, après avoir vérifié. L'objectif étant voilà, d'essayer d'avoir un site qui permettait d'acheter des jouets qui étaient contrôlés, vérifiés et nettoyés. Et en venant de la distribution aussi, elle a pu avoir des boutiques éphémères. Et là, elle a mesuré l'impact sur l'acte d'achat de voir le jouet. En fait, ça déclenche vraiment l'achat et ça rassure parce que quand il y a écrit très bon état sur un jouet, ben, au moins on le voit et on voit qu'il est vraiment en très bon état. Et donc, ça a très très bien marché. Elle a beaucoup vendu, sauf que ben, avoir des boutiques et des petites boutiques, ça coûte très cher. D'où l'objectif de plutôt aller créer une offre pour les distributeurs. Et donc en 2024, donc c'est l'année où moi j'ai rejoint l'aventure, on a fermé les boutiques éphémères, fermé notre site internet, se focuser en B2B. Et on a fini l'année 2024 avec 42 distributeurs dans des enseignes comme Intermarché, Carrefour, Cultura, qui distribuaient nos jouets. Et là, cette année, on va finir à juste en dessous de 100. On n'aura pas le plaisir et la célébration du centième magasin. Je pense que ce sera pour janvier. Mais ça fait quand même une belle croissance et une belle accélération sur cette année de magasins et de grandes enseignes qui distribuent les jouets Jouga. Juste pour vous faire un petit tour d'horizon du jouet d'occasion. Aujourd'hui, le marché du jouet, donc c'est un marché en 2024 qui était à 4,3 milliards d'euros. Et il faut savoir qu'il y avait seulement, c'est un marché qui peut être en berne. Alors à part cette année, c'est bien, il repart à la hausse. Mais il faut savoir que c'est un marché où l'occasion donc occupe 7% du marché, 15% sur le online, ce qui est déjà très bien, mais seulement 3% en magasin. Parce qu'aujourd'hui, l'offre s'est très peu développée en physique. Là où la croissance bah, du jouet d'occasion, elle est assez nette et c'est une croissance à deux chiffres depuis de nombreuses années. Ça a fait plus de 23% en 2024. Et on sait que 86% des parents ont déjà acheté un jouet d'occasion. Donc, même s'il subsiste des freins à l'achat d'un jouet d'occasion, on voit que quasiment tous les parents ont déjà acheté un jouet d'occasion pour leurs enfants. Et en même temps, ce marché du jouet, bah, c'est 110 000 jouets qui sont jetés chaque jour en France, donc un gaspillage énorme. 90% des jouets donc, qui sont achetés viennent de l'autre bout de la planète. Et c'est 8 mois d'utilisation en moyenne pour un enfant. Savoir que l'utilisation moyenne d'un jouet, c'est seulement 8 mois. Un chiffre qui est assez logique aussi au vu de la rapidité d'évolution de l'enfant, surtout dans les premiers mois de sa vie, où il utilise assez peu. Et quand on demande aux consommateurs aujourd'hui qu'est-ce qui freine l'achat de jouets d'occasion, c'est le fait, alors surtout online, hein, c'est le fait qu'il n'est pas possible de voir ou de toucher le jouet. En étant en magasin, on lève ce frein-là. Le risque de produits défectueux. Il faut savoir que les jouets d'occasion, ils répondent au règlement général des produits et du coup, ils sont garantis 2 ans, en fait. Et il y a aussi le sujet de la garantie des produits, de la qualité des produits. Et si on interroge encore donc ces consommateurs, où est-ce qu'ils voudraient voir plus de jouets vendus et de jouets d'occasion? À 56%, ils répondent dans les hyper et les super, et à 54% dans les magasins spécialisés. Donc il y a un vrai souhait de voir plus de jouets en physique pour faciliter le passage à l'achat d'un jouet d'occasion. Et donc vraiment, nous, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est une solution en fait qui est clé en main, qui va de la collecte des jouets à la remise en rayon. Donc on fait le nettoyage, la remise en packaging pour pouvoir les proposer comme fournisseurs de jeux d'occasion à la GMS. Et vraiment, notre vision, c'est que demain, bah, partout où il y a des jouets neufs, il y aura aussi des jouets d'occasion. Comme tous les magasins physiques ont développé une offre online, on s'attend à ce que tous les magasins physiques développent une offre de jouets d'occasion. Ce qui est bon signe pour l'ensemble de ceux qui travaillent dans l'économie circulaire. Donc globalement, comment ça fonctionne? On va collecter les jouets, soit auprès de particuliers, mais on a aussi mis en place des partenariats avec, dans le cadre de la REP Jouets avec les acteurs de tri du déchet pour essayer de travailler en B2B et de sauver un maximum de jouets qui étaient destinés à la destruction. Ensuite, dans notre entrepôt à Aix, on va remettre en état, repackager,
selon nos procédures de contrôle qualité. Et on envoie ensuite les jouets par palette au distributeur. Il y avait une question? Non, non, je pense que c'est un bruit Non. parasite. Ah. Vas-y. Et donc, tous les jouets qui ne peuvent pas rejoindre les rayons des distributeurs, ils sont soit donnés. On travaille avec trois associations, donc Emmaüs, Remise en Jeu et le Secours populaire. Soit ça part, si vraiment le jouet est en fin de vie, ça part au recyclage. Et donc, le consommateur final, lui, il peut acheter un jouet de qualité en magasin à moins 50% de son prix neuf. Ça, c'est rapidement la carte de nos implantations. Donc, on voit qu'on est on était jusqu'à il n'y a pas longtemps majoritairement dans le nord de la France et dans l'ouest. Il faut savoir que c'est des régions qui ont une avance sur le passage à l'économie circulaire et donc ils sont plus friands d'occasion que on l'est dans le sud. Ça, c'est pour vous donner voilà, une idée en fait de ce à quoi ça ressemble. Donc, on a fait développer des packaging qui permettent de mettre en avant donc, le jouet pour qu'il soit visible. On les a fait fun et colorés parce que notre client numéro un, en fait, certes, c'est le parent qui a le porte-monnaie, mais c'est l'enfant qui réclame, entre guillemets. C'est lui notre consommateur final. Et l'idée, c'est de le mettre en avant. Donc, comme on peut le voir là sur les PLV, on a quand même de belles mises en avant dans les magasins pour Mm. faire connaître le fait qu'il y ait des jouets d'occasion, parce que c'est pareil, je pense que si vous faites un petit sondage autour de vous, est-ce que vous savez que vous pouvez trouver des jouets d'occasion chez Carrefour? 99,9% vous répondent ah bon? Mm. Voilà. Donc, et les premiers résultats, c'est que ça tire aussi les rayons vers le haut, parce que avec l'occasion, on a tout le temps de la nouveauté. Et du coup, ça va drainer du trafic dans les rayons et les gens vont venir voir ce qui se passe dans le rayon pour voir s'il n'y a pas le jouet qu'ils recherchaient qui est disponible et qui serait du coup un peu moins cher. Voilà pour une Top. présentation rapide de notre activité. Bah, rapide mais très clair et qui couvre franchement pas mal de sujets. Je pense que beaucoup d'entre nous dans la salle aimeraient creuser. Si on reprend un petit peu le démarrage, un petit peu quand on est fournisseur de jouets d'occasion, il faut bien se sourcer en jouets qui ont eu une première vie. Et quand on a préparé l'échange, tu me disais que vous, une chose qui est importante, c'est que vous achetez en fait vos gisements. Vous achetez les jouets que vous allez reconditionner. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi Oui. et pourquoi c'est structurant en fait dans toi, après ta chaîne de valorisation, quoi. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que, enfin, on va dire que le consommateur s'est rendu compte que ces jouets avaient de la valeur. Enfin, que d'ailleurs, l'ensemble de ces biens, quand on voit le développement de Vinted ou du Bon Coin, euh, on va dire que tout le monde s'est rendu compte que ce qu'il avait chez lui avait de la valeur. Et que même si lui, il n'en avait plus besoin, ça a de la valeur. Et en fait, le fait d'acheter les jouets, alors on les achète moins cher que ce qu'ils pourraient le vendre sur Vinted ou le Bon Coin, mais ça nous garantit quand même d'avoir des jouets de qualité. Parce qu'on ne rachète que ce qu'on va pouvoir revendre. Euh, mais au moins, ça nous assure un sourcing qui est plus qualitatif que si on achetait du don, et donc moins de tri à faire en amont. Mm. Et c'est vrai aussi pour donc les caisses qui sont aujourd'hui mises en place dans le cadre des REP. Que tu mets donc à disposition des magasins qui ont des Oui, flux de jouets et qui sont en fait des points de collecte, c'est aussi des caisses que tu vas acheter en fait. oui, exactement. En fait, on a mis en place des containers, c'est vrai que j'ai pas mis de photos là, on a mis en place des containers de collecte dans certains magasins et dans certaines enseignes, et on propose en fait le rachat contre des bons d'achat de l'enseigne. Donc là, ça permet aussi à l'enseigne de drainer du trafic. L'idée, c'est de leur proposer une solution circulaire de la collecte à la revente Mm. pour Donc, qu'ils puissent vraiment passer à l'échelle eux aussi sur la collecte au niveau du jouet et proposer ce service à leur magasin. alors il y a une question dans le chat, donc je la Oui, prends, c'est comment c'est quoi tes critères de rachat en fait? Et oui, du coup, c'est quoi la nature des partenariats que tu as noués avec les centres de tri de oui. déchets? Alors, pour la première question, donc concernant mes critères de rachat, on va racheter en fonction de l'état.
Et donc, on a une grille de rachat, en fait, et un Argus qui nous permet de racheter aussi en fonction du prix auquel on pourra revendre l'article. Puisqu'il faut assurer une marge au magasin, hein. C'est vrai que le magasin, lui, fait une marge sur les jouets. Donc, nous, on est très vigilant là-dessus. Et en fait, ça va dépendre de l'État. C'est-à-dire que en fonction de l'état du jouet, quand on l'a, on va définir, ben, soit on le rachète, globalement, on les rachète entre 6 et 14% du prix neuf. Comme je vous le disais, c'est beaucoup moins que ce qu'ils pourraient revendre sur Vinted. Mais en même temps, on va reprendre tous les jouets qui sont réemployables. Là où sur Vinted, pour tous ceux qui ont déjà essayé, vous avez 20 articles à vendre. Parce que quand on vide la chambre, en général, on récupère facilement 20 jouets. C'est ce qu'on voit que les gens nous envoient en moyenne, hein. Une vingtaine de jouets. On a besoin de faire de la place en fait. Et quand on vend sur Vinted, bah, vous vendez deux, trois articles, un quatrième au bout de 6 mois. Et là, on se dit, mince, où est-ce que je l'ai mis déjà? Et puis au bout d'un moment, en général, c'est le conjoint qui dit, bon, allez, ça suffit. Là, ce carton, ça fait trop longtemps qu'il traîne. Et du coup, on l'élimine et ça finit à la poubelle ou en déchetterie, en fait, là où on aurait pu en tirer quand même quelque chose. Et du coup, Et donc, ton évaluation de la qualité, elle se fait comment? Elle se fait à elle distance? se fait. Non, alors on n'a pas d'évaluation à distance. C'est très clair, en fait, aujourd'hui, à chaque fois qu'on communique ou qu'on fait du rachat. C'est une fois, ça se base sur un contrat de confiance, en fait, avec la personne. On a en effet, je vais passer une question sur les déconvenus. On a des fois des déconvenus, en effet, ou des gens qui nous disent c'est inadmissible, c'est vraiment pas cher, c'est du vol. Et en fait, bah, à partir du moment où on leur a fait cocher une case disant qu'ils s'engagent, enfin voilà, qu'ils ont conscience que c'est racheté à ce prix-là, qu'ils ont pris connaissance de notre charte qualité, on a signé un contrat ensemble. Donc voilà. Mais Ok. en effet, il y a certaines personnes, ça arrive, c'est pas du tout la majorité, mais ça arrive quand même régulièrement que certaines personnes ne soient pas satisfaites. Mm. Mais du coup, donc là, on voit que tu as différentes sources d'approvisionnement. Tu as donc les particuliers qui vont Oui, bah, t'envoyer leurs jouets. Mais là, quelque part, ton volume, il va être rempli par plutôt des pros et plutôt ces fameux conteneurs. Et ça, c'est quelque part une bonne nouvelle parce que j'aimerais revenir sur un point qu'on avait évoqué quand on a échangé, c'est qu'aujourd'hui, et on le voit sur les chiffres de tendance de marché que tu as évoqués, il y a une vraie demande sur le jouet de seconde main, une baisse de la demande sur le jouet neuf. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes quelque part bloqué dans la capacité à offrir, justement parce que vous devez ouais. développer en fait l'offre. La demande est là et c'est votre offre qui doit être développée. En fait, aujourd'hui, on manque, jusqu'à présent, on manquait de sourcing. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on a travaillé en collaboration avec Ecomaison, donc, qui est en charge du déploiement de la REP jouet. Euh, Parce que donc, la REP fait que des containers de collecte sont déployés dans l'ensemble des magasins qui vendent des jouets, mais aussi en déchetterie. Et l'idée, c'est de se positionner pardon, comme étant un exutoire réemploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les éco-organismes vont pousser les acteurs de la gestion du déchet pour qu'ils réemploient avant de valoriser, pardon, je mets toujours des guillemets parce que valoriser thermiquement, quand on parle de plastique, c'est un peu compliqué à prononcer, le mot valorisation, même si c'est les termes qui sont employés. Euh, et du coup, voilà, aujourd'hui, le jouet, en plus, c'est vraiment un objet qui est très difficile en termes de réemploi. Enfin, en termes, pardon, bah, de réemploi, c'est un vrai challenge et on pourra en reparler un peu plus précisément. J'avais une question sur le contrôle qualité que j'ai vu passer. Mais surtout, c'est un vrai challenge aussi en termes de recyclage. Parce que souvent, il est multiplastique. Il y a des plastiques différents, donc on sait à quel point c'est difficile. Il est parfois électronique, donc plastique plus électronique, c'est pas simple non plus. Euh, il est parfois tissu plus plastique plus électronique. Enfin voilà, comme il est multimatériaux, c'est souvent très compliqué à recycler. Hmm. Il y a une question sur les taux de valorisation, mais peut-être Oui, que... je Donc, peux y répondre assez rapidement. vas-y. Aujourd'hui, sur les taux de valorisation, alors quand c'est de la collecte qualifiée, ce que j'appelle de la collecte qualifiée, c'est que on a dit
en effet, clairement, qu'il y avait un... qu'on ne rachetait que ces jouets-là et que les jouets qui correspondaient à notre charte qualité. C'est-à-dire qu'il y a eu un pré-tri avant, que ce soit par l'acteur du déchet, que ce soit lors d'une collecte, etc. Quand c'est qualifié, on a à peu près donc 80% qui sont OK, qui peuvent être valorisables, et on va dire 8%, entre 8 et 15% selon les collectes qui vont en don, et le reste qui part au recyclage. Ok. Donc vraiment le boulot en fait de prêterie, il est super important pour avoir ces taux de valorisation et de C'est ça. réemploi derrière, quoi. C'est ça. Et après, sur une collecte qui n'est pas qualifiée, et on l'a vu parce qu'on a été amené à faire des collectes non qualifiées aussi, où il n'y avait pas connaissance de notre charte qualité et que c'était du don, pour le coup, là, on peut monter jusqu'à 80% de déchets. Enfin, 80% de Ouais. déchets. Ouais. La De jeux proportion s'inverse, cassés, quoi. la proportion s'inverse complètement. Ok. Ok, ok. Intéressant. Je me fais le relais d'une question et en Des même temps différentes questions, ouais. je déroule sur le process de remise en état que vous avez. Est-ce Oui, que tu peux nous parler un peu de ton site, ton atelier, je ne sais pas comment vous l'appelez, usine oui, de réemploi, atelier de réemploi, les gens qui y travaillent, combien vous êtes, combien de postes et d'étapes il y a par exemple. Tu oui. l'as dit, le jouet, c'est... En fait, il n'y a pas un jouet, il n'y a pas un modèle de jouet, il y a 46 millions de modèles de jouets. Donc comment on Mm, fait mm. pour faire du réemploi et essayer de standardiser des process là-dessus? Ouais. Alors, donc, on est on est 10 personnes aujourd'hui, dont 6 qui sont dédiées à la partie contrôle qualité en production. On a, euh, on a donc c'est une étape. Tous les jouets qui arrivent chez nous, juste pour détailler un petit peu les étapes, tous les jouets qui arrivent chez nous, ils vont être triés par catégorie. On va mettre toutes les peluches d'un côté parce qu'elles auront un process de traitement justement qui est différent des autres jouets. On va mettre tout ce qui est jouet électronique d'un autre côté, tout ce qui est encore dans sa boîte d'origine, à savoir puzzle, jeux de société, euh, vont être triés à part. Et ça nous permet justement d'automatiser un certain nombre de choses après derrière. Typiquement, 100% des peluches vont être nettoyées et passées en machine, puis au sèche-linge. Et le contrôle qualité sera fait donc, par nos opérateurs après ces passages. C'est-à-dire qu'on va d'abord les nettoyer, s'assurer qu'elles sont désinfectées correctement, et ensuite on fait le contrôle qualité. Le marquage CE, c'est important aussi pour vous à ce Ouais, moment-là. exactement. Alors, oui, ça de manière générale pour l'ensemble des jouets. Ce qui nous assure que les jouets étaient conformes lors de leur mise sur le marché, c'est le fait qu'il y ait le marquage CE. Donc, on ne revend que des jouets qui ont le marquage CE je vais préciser, ou de grandes marques connues. Typiquement, alors c'est différent maintenant, mais sur les Barbie qui sont un peu plus anciennes, il n'y avait pas le marquage CE dessus. Par contre, il y a la marque. Et là, on estime que la présence de la marque assure que voilà, c'était un jouet qui était conforme quand il a été mis sur le marché. Et on travaille d'ailleurs aujourd'hui avec certaines marques pour leur faire des retours sur l'éco-conception de leurs produits pour faciliter le réemploi. Ok. On a des échanges actuellement avec certaines marques que je ne citerai pas parce que j'avais demandé si on pouvait communiquer et elles ne souhaitaient pas pour l'instant qu'on communique. Donc, mais on travaille en effet avec certaines marques de jouets pour leur faire des retours sur, par exemple, sur tel jouet, on voit que telle chose est toujours cassée. Voilà. Ok. Ça Euh, marche. Du coup, on va dérouler le fil chronologique. Après être passé par l'atelier, il y a cette étape cruciale de la distribution. oui, Là, on voit bah, la progression du nombre de points de vente en France. Tous ces petits points bleus sur la carte, ça fait quand même plaisir. On a envie qu'il y en ait le double bah, l'année prochaine, voire plus. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous faites vos deals avec les enseignes? Est-ce que c'est national? Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est des directeurs de magasins engagés qui ont envie de développer ça, qui font cette démarche? Et il y avait une question aussi sur l'emballage. oui. J'imagine que vous avez fait attention à faire des emballages un peu Alors, clean. non, Non. malheureusement, enfin, on a fait attention, mais malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de notre démarche. On s'est clairement posé la question. En fait, aujourd'hui, ce qui est très compliqué, comme tu le disais, c'est qu'il y a une multitude de jouets, de formes, etc. Et qu'on a besoin de cette fenêtre plastique. On ne peut pas se passer aujourd'hui, enfin difficilement en tout cas, on n'est pas prêt encore, mais ça fera partie de nos projets à court moyen terme quand même. On ne peut pas se passer de cette fenêtre plastique qui nous permet de voir le jouet,
parce qu'un jouet d'occasion, il ne serait pas acheté si on ne pouvait pas voir le jouet. Et les gens n'ont pas assez confiance aujourd'hui dans la façon dont on leur dit que c'est en bon état ou en très bon état. Ils veulent le voir Mm. euh, parce que ça reste subjectif et donc ils veulent le voir. Et donc on a besoin de cette fenêtre transparente. Enfin, on a besoin qu'ils le voient. Et pour être dans les rayons, on a besoin que ce soit en packaging. Et en fait, une option, ce serait d'attacher chaque jouet à un fond de carton, par exemple. Mais ça, c'est hyper compliqué. Et ce serait Mm. très chronophage et peut-être même peu qualitatif parce que, ben, voilà. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas. On a aussi fait l'étude de faire de travailler plus en local avec un partenaire français. Et en fait, c'était, je vous le dis, 28 fois plus cher que de le faire à l'autre bout de la planète. Si c'était en Pologne, c'était 8 fois plus cher. Et si c'était en Italie, c'était 12 fois plus cher. Donc, pour l'instant, on n'a pas les moyens voilà, d'aller Ouais. jusqu'au bout avec le packaging. Euh, mais c'est clairement à l'étude aussi. Et en fait, ce packaging, aujourd'hui, on voit déjà l'impact sur les ventes. Donc, il est dans les rayons depuis le mois de septembre. Et ça a eu un impact positif dingue sur les ventes. Euh, il y a certains magasins qui ont doublé voilà, la semaine où il y a eu ces nouveaux packaging. Alors, on a du mal à savoir si c'est parce qu'il y a Noël qui arrive aussi. Mm. Et en effet, il y a plus de jeux qui sont achetés au global, mais on Ok. a quand même augmenté notre taux de pénétration dans le rayon de jouets. Et Donc c'est justement, que, sur ces implantations, tu peux nous en dire un peu plus sur... bien sûr. Donc aujourd'hui, on travaille avec toutes les grandes enseignes. On est rentré dans ces enseignes pas via les acheteurs, mais via le siège et les directions RSE. Ok. Et là, et par contre, même si on est référencé au niveau des sièges des différentes enseignes, en fait, il faut convaincre chaque magasin. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est imposé. Donc, il faut convaincre voilà, chaque directeur de magasin de nous faire confiance, du bénéfice que ça peut apporter à ces rayons et de la réponse à une demande de ces consommateurs. Ouais. Ok. Bon, il y a des échanges sur les matériaux plastiques. J'imagine que tu as étudié pas mal la Ouais, bah question. oui, Donc, oui, 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 oui. On mais a, on a fait au mieux de ce qu'on pouvait, bah oui. Mm. mais Faut mettre le curseur là où c'est voilà. pertinent Mais je aujourd'hui. Et évidemment, contacterai ça. Porquero, Porqueco, Prosecco. Pokeco, pardon. Pokeco, Prosecco, c'est ouais. un bon point. En effet, je les contacterai pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Mm. Est-ce que tu as beaucoup de retours clients qui viennent exercer leur garantie légale de 2 ans ou pas? Et Euh, 2 par an. ouais, Cette année, on aura remis en circulation 45 000 jouets ouais, et je dirais qu'on en a eu deux. ça va. Alors, est-ce que c'est lié à la méconnaissance ou pas? On va dire que c'est votre qualité qui fait qu'il y a peu de retours. Peut-être, mais aussi vraiment, il faut savoir que enfin, les jouets, enfin, tout ce qu'on voit passer, on le voit au quotidien, et tous ceux qui travaillent dans le réemploi du jouet, il y a une quantité de jouets en excellent état où on se demande vraiment si le jouet en fait a servi, s'il n'a pas juste été retiré de son emballage, qui est énorme en fait. Donc, Et vous, vous faites pas les invendus, les fins de série des distributeurs et fabricants de jouets? non, on l'a fait une fois, mais on Mm. essaye de ne pas le faire. Vraiment, on ne veut pas. Enfin, voilà, ça fait partie de notre ligne de conduite. On fait de la Ouais. seconde main, pas de la seconde vie. Si, ouais. Voilà, donc on l'a fait une fois. On a récupéré, et en plus, c'était presque pour arranger un intermarché. C'était même un intermarché, en fait, qui avait du stock. Mais on ne souhaite pas forcément aller là-dedans. Après, comme beaucoup d'acteurs, on sera peut-être obligé vis-à-vis du modèle économique ou vis-à-vis du sourcing, parce que c'est du sourcing facile par rapport à avoir du sourcing d'occasion. Mm. Euh, mais aujourd'hui, c'est des choses qu'on freine autant qu'on peut. Ok. Il y a d'autres questions dans le J'ai chat une question sur les puzzles qui m'a fait sur les rire. puzzles. Ouais. Est-ce que vous les reconstituez? Comment? Tu peux nous Alors, parler de quelques cas comme ça spécifiques sur ouais, lesquels alors, il manque des pièces ou pas? sur les puzzles aujourd'hui, on, on prend tous les puzzles en dessous de 200 pièces euh, qui sont vérifiés complètement. Tous ceux qui sont au-dessus de 200 pièces sont stockés
Et on l'a fait une fois, mais on aimerait bien arriver à le refaire. On avait travaillé avec une maison de retraite à qui on fournissait des puzzles. Ils nous prenaient la photo du puzzle complet. Enfin, ils nous disaient c'est bon, il est complet. Et, voilà. Et ça nous permettait de s'assurer que le puzzle était complet. Donc, ils nous mettaient un bout de scotch. Voilà. Et on aimerait bien le refaire plus parce que c'était enfin, très vertueux de pouvoir avoir des Trop bien. personnes âgées, leur fournir des puzzles, ils les refont. Et c'est vrai qu'une fois que c'est fait, bah, ça a moins d'intérêt. Donc, et par contre, Ouais, pour nous, c'est chouette. ouais, trop bien. Ok. Des questions sur les jeux qui n'ont pas de logo CE, donc Chain ou équivalent Lego, tu en fais Alors, pas. ouais. Pour les Lego, on vend du vrac de Lego. Il faut savoir que Lego, sur chaque brique de Lego, il y a la marque dessus, hein. Vous regarderez si vous en avez chez vous. Sur le dessus, il y a écrit Lego. Sur chaque petit plot qui permet de les imbriquer, il y a écrit Lego. Donc ça nous permet de le voir. Et c'est vérifié. Après, Lego aujourd'hui, donc on revend pas mal de Lego en vrac. On fait des lots de vrac de Lego. On ne reconstitue pas les Lego, jamais. Sauf s'il nous est rapporté, c'est ce qu'on dit, sauf s'il nous est rapporté complet et déjà monté. Mais nous, on les reconstitue pas. Ok. On vend du vrac de Lego et ça se vend très bien. Il y a plein d'enfants qui veulent laisser libre cours à leur imagination et pas forcément être guidés avec des Lego et ça marche très bien. Peut-être une Et future pour opportunité avec les maisons de retraite pour leur faire monter des Legos. des Lego, exactement, pourquoi pas. Et pour répondre à la question sur des jouets Chine ou équivalents, en fait, on en voit très très peu parce que par définition, ce ne sont pas des jouets qui sont faits pour durer. Un peu comme les sèche-pleurs. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un sèche-pleur. Moi, j'ai découvert ce terme en me mettant à travailler dans le monde du jouet. Donc, les sèche-pleurs, c'est ces petits jouets à moins de 5, 8 euros que vous avez en début de rayon souvent. Des petites voitures en plastique, des jeux de cartes, des jeux de billes, etc., qui sont très peu chers, des petits pistolets à eau, enfin vraiment le truc qui dure 1 heure, ou des jeux de fête foraine. J'espère qu'il n'y a pas de forain dans l'audience, ou des jeux de fête foraine qui ne sont pas faits pour durer et du coup on ne peut pas les réemployer. En fait, ça fait partie vraiment du taux de casse qui va voilà, de ce qui finit en incinération. Donc vraiment, s'il vous plaît, n'achetez pas ces jouets-là parce qu'ils ne durent pas. Achetez des jouets d'occasion de qualité que vous paierez presque le même prix et qui dureront bien plus longtemps. Est-ce que vous faites des opérations de réparation, Ouais. reconditionnement, impression, je sais pas, des pièces détachées en 3D, etc., ou ça rentre pas dans votre business model parce que forcément c'est coûteux? Alors, c'est pas du tout une question de coût aujourd'hui, Hmm. c'est une question de réglementation. Il faut savoir que et moi, j'ai bossé 15 ans dans la réglementation, donc je connais bien ces sujets-là. D'ailleurs, j'ai rejoint la commission AFNOR sur l'économie circulaire. J'aimerais bien rejoindre la commission AFNOR sur le jeu et jouer, mais les portes ne sont pas encore ouvertes. Euh, et en fait, aujourd'hui, réparer un jouet, ça revient à toucher à son intégrité par rapport au fait qu'il soit neuf et donc à perdre les garanties constructeurs, entre guillemets, si je peux dire ça. Et donc, oui, on veut aller vers la réparation, mais ça ne se fera qu'avec les fabricants. Et donc, en effet, on a des échanges aujourd'hui avec des fabricants pour essayer de développer ça. Mais ça ne pourra pas se faire sans les fabricants. Et donc, réimprimer une pièce en 3D, en fait, il faudrait que le plastique soit revérifié Mm. et disponible. Enfin, voilà, que ce soit le bon plastique, que ce soit la bonne façon de faire. Il faudrait les tester, etc. Et ça, c'est très complexe. Et par contre, ce qu'on fait pour sauver un maximum de jouets, c'est on garde par contre des donneurs d'organes. Alors, surtout sur les jeux de société. Et je dis donneur d'organes parce que le docteur Maboul, il lui manque souvent quelques organes euh, pour pouvoir les compléter. Donc, en D'accord, effet, génial. avec deux Monopoly, on va faire un Monopoly. Pareil, avec deux Moi, Docteur j'aime Maboul, bien on va pouvoir en c'est un refaire un peu comme complet. le Fairphone, c'est le Frankenphone, l'idée du Oui. Frankenstein qu'on fait, etc. Je trouve qu'il y a une question très intéressante de Guillaume, c'est est-ce que vous faites de la sensibilisation autour de la durabilité des jouets? Et est-ce que, par exemple, vous imaginez un indice de durabilité sur vos jouets pour Mm. aider les consommateurs à bien choisir? Alors, il y a un indice de durabilité qui va être mis. Salut Guillaume. Il pose des questions, mais c'est déjà tout. Euh, ou presque. Il y a un indice de durabilité qui va être mis sur les jouets, en effet. Mais c'est un peu comme le Nutri-Score. Ça va être sur la base du volontariat. Je sais qu'il y a King Jouet qui avance déjà pas mal dessus et qui a commencé à le mettre en place.
Et nous, à notre niveau, on fait de la sensibilité sur nos packs, de la sensibilisation, pardon, sur nos packs déjà. C'est-à-dire que sur le packaging, c'est écrit qu'il y a 110 000 jouets jetés par jour, que l'utilisation en moyenne, c'est 8 mois, et qu'acheter un jouet d'occasion, c'est environ 80% de CO2 en moins, moyennant, est-ce que ça remplace vraiment l'achat d'un jouet neuf ou pas, moyennant l'effet rebond. Mais globalement, on fait un peu de sensibilisation comme ça. On essaye de rendre sexy l'occasion. En fait, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est cette appréhension de c'est sale, c'est voilà. Et l'idée, c'est plutôt de raconter une histoire aussi sur notre pack où voilà, le jouet leur parle. Coucou, c'est moi ton nouveau jouet. J'espère qu'ils gardent le packaging, les enfants, et qu'ils le lisent un peu comme sur les boîtes de céréales. On devrait mettre des céréales dedans pour que ça fonctionne. Et qui prennent le temps de dire ce qu'il y a écrit derrière. Mais l'idée, c'est ça. Et puis après, nous, on anime des actions à notre échelle de sensibilisation. Typiquement, lundi, Laura va passer la journée dans une école et elle va voir toutes les classes de l'école pour faire de la sensibilisation au réemploi, à comment on traite ces jouets pour qu'ils puissent être réemployés aussi, que c'est grave de perdre des pièces, entre guillemets. Voilà. Alors, est-ce qu'on a Euh, des questions? C'est génial. En tout cas, vraiment bravo parce que ça a pas l'air simple, j'ai envie de dire, de se lancer dans cette activité et vous l'avez fait et on voit que ça décolle et que ça prend et du coup c'est vraiment génial. Moi j'avais une question sur la saisonnalité un peu de votre activité parce que là bon bah c'est Noël, forcément vous avez les jouets en tête de gondole dans les rayons etc. Mais à partir de janvier qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la stratégie de commercialisation? La stratégie, c'est la même, sachant que là, toutes les implantations qu'on a eues sont des implantations qui vont durer. Et on a beaucoup moins de saisonnalité. Ok. Et en particulier parce que le jouet d'occasion, c'est difficilement un jouet de liste, en tout cas pour l'instant. Donc, il n'y a pas plus d'offres. Parce que voilà, si vous cherchez un jouet en particulier, c'est beaucoup plus facile quand même à trouver sur Vinted ou sur Le Bon Coin qu'à trouver en rayon. Donc nous, on va plus être, au lieu du jouet pas cher en plus surprise, voilà, ça va être un jouet d'occasion de qualité. Là où on aurait peut-être pris un truc pas cher à la va-vite sur un site dont je ne citerai pas le nom, pour faire le petit jouet en plus. Mais on n'est pas vraiment un jouet de liste. On est plus un Ok. jouet qui s'achète parce que voilà, on- alors à la fois par opportunité, à la fois parce on a un cadeau à faire pour un enfant de tel âge, et là on va aller voir ah bah tiens, il y a le même en occasion, ou au contraire bah tiens, j'ai pas trop d'idées. Et là, on va permettre de trouver des idées avec des choses qui ont pas mal de valeur, mais qui du coup sont à moitié prix et qui permettent d'offrir des choses de plus grande qualité. Ça me permet de rebondir sur la question de Stéphanie qui demandait s'il y avait des magasins qui remontaient des demandes sur des types de jouets peut-être un peu iconiques où il y a de la demande régulière. Est-ce que vous, dans vos flux, vous avez ce flux de jouets iconiques on pense bah, au Monopoly, voilà, certains jeux de société, tu as cité le Docteur Maboul, ça peut être la girafe Sophie, enfin des jouets un peu comme ça qui font partie de la culture populaire. Est-ce que vous avez, vous, de votre côté, du flux plus important sur ces types de jouets? Alors globalement, on voit passer tous les jouets, on voit vraiment passer tout. Il n'y a pas de vrais jouets. Alors si, le Docteur Maboul typiquement, parce qu'on sait que ça se joue d'un certain âge à un certain âge, c'est pas forcément un jeu qu'on garde pour rejouer après avec ses enfants, etc. Donc, il y a en effet certains jeux qui sont vraiment très spécifiques à des tranches d'âge, donc on les voit passer régulièrement. Ça, oui, on en a. Globalement, en moyenne, on voit passer 40% de puzzle jeux de société, 30% de jeux d'imagination et 30% de jeux d'éveil. Euh, c'est assez courant, et c'est ce qu'on envoie, nous, en magasin aussi. En fait, ça correspond à ce qu'on envoie en magasin. Et après, j'ai envie de dire qu'on ne voit pas, enfin, on voit passer en très grande majorité des grandes marques et des jeux de qualité. Parce que eux, ben, ils peuvent vivre une vie, deux vies. Si ça se trouve, c'était la troisième vie du jouet. Et donc, il est toujours pas cassé, il est toujours en très bon état.
Et ça, c'est plus ce qu'on voit. Typiquement, tu citais Sophie la girafe. Sophie la girafe, elle est géniale, tout le monde l'adore, mais c'est un très bel exemple aujourd'hui de jouet qui est très difficilement réemployable parce que le plastique est poreux et c'est même déconseillé de le passer d'un enfant à un autre. Ok. Voilà. Donc, Mince. il faut qu'on appelle Julie Tu pour brises travailler avec eux. Ouais, sur le. tu brises un rêve. J'ai une autre question. C'est par rapport à tes circuits de distribution. Je crois savoir aussi que tu travailles avec le monde de la puériculture. Alors oui, on a quelques crèches qui sont venues à la rentrée là pour se sourcer. Parce que Euh, notamment, il y a l'obligation pour les collectivités, avec l'article 58 de la loi AGEC, de se ouais, fournir en produits de réemploi. Est-ce que ça, t'as vu un frémissement de demande là-dessus? Alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'ils continuent à faire, parce qu'on a déjà répondu à des appels d'offres, en tout cas régionaux, c'est qu'ils continuent à faire des appels d'offres comme pour du produit neuf et à nous demander 35 Pictionary, 45 Dr Maboul, 28. Et en fait, ça, on n'est pas capable de répondre. Mm. Par contre, si on nous demande 150 jouets pour des enfants de 6 à 8 ans, ça, on sait répondre. Ouais. En fait, il faut vraiment que les appels d'offres changent et on a beaucoup discuté avec les gens qui font les appels d'offres, donc j'espère que sur les prochains, ils l'auront intégré. Parce que, en fait, avec des appels d'offres où on nous demande une référence en 200 exemplaires, aujourd'hui, la plupart des acteurs de l'économie circulaire, ils ne sont pas capables de répondre. Par contre, ils Mm. peuvent répondre à d'autres besoins. Et le vrai besoin, en effet, c'est pas d'avoir 250 séries du même jeu, mais d'avoir 250 jouets pour telle tranche d'âge. Et Ça, ça, c'est on un sait faire. combat partagé avec tous les Avec secteurs, que ce tous les soit le secteurs. mobilier ou Exactement. autre. Ouais. Donc, j'imagine qu'à un moment, le message va passer. Voilà, donc Il passe pas par la porte, il passera par la fenêtre sur un autre secteur et c'est ça. ça va infuser dans toute Mm, mm. la démarche d'achat, quoi. Mais c'est pas encore le cas. Ouais, ok, super, merci. Anne-France, avait une question? Alors, bon, il y en a plusieurs que je veux relayer. Je ne sais plus si tu l'as dit, le prix de vente moyen de votre jouet par rapport au prix neuf, c'est combien? Moins Moins de 50%. 50%. Combien? 50? Mm. Moins 50, ouais. Ok, super. Et autre Ouais. chose que je voulais savoir, c'est peut-être des chiffres que tu peux pas divulguer, mais en gros, un magasin standard, il va mettre combien de son rayon, de son linéaire jouet en occasion, en moyenne? Et en gros, est-ce qu'il y a une profitabilité, en termes de profitabilité, est-ce qu'elle est meilleure sur l'occasion? Est-ce qu'elle est meilleure sur le neuf? Comment ça se joue ces Ouais. équilibres-là? Aujourd'hui, on leur propose la même marge que celle qu'ils font en moyenne sur le neuf, À savoir? à savoir 30%. Ok. C'est la même marge que ce qu'ils font aujourd'hui sur du jouet neuf en moyenne, hein, dans les hyper. Euh, Après, on est sur un panier moyen du coup qui est divisé par deux, puisque bah, l'occasion, c'est divisé par deux. Et en ce qui concerne ta question sur l'espace qui est laissé à l'occasion, on est agréablement surpris. Alors, ça va d'une tête de gondole. De toute façon, on n'accepte pas moins, parce qu'en fait, ça ne marche pas. L'occasion, pour que ça marche, il faut qu'il y ait de l'offre. Et Mm. s'il y a pas, enfin, s'il y a trois jouets qui se battent en duel, en fait, vous ne trouvez pas votre consommateur. Ouais. Donc, il faut vraiment, on part en général sur des implantations avec 150 jouets. Donc, il y a toujours à minima une centaine de jouets disponibles sur le rayon. Ok. Et selon les magasins, bah, ils nous laissent plus ou moins de place. Ça, c'est le directeur de magasin qui choisit. Mais les premiers, on a eu des retours déjà d'Intermarché qui disaient qu'au global, le rayon de jouets était tiré vers le haut grâce à l'occasion. En fait, l'analyse que j'en fais, mais ça vaudrait le coup qu'on discute plus avec eux. Et là, on n'a pas trop eu le temps. C'était des news de septembre et j'avoue que ça a été très, très dense là. Bon, on fera un point à la rentrée. C'est que, en fait, les gens vont venir en rayon en se disant, tiens, je vais voir si je trouve ce que je cherche en occasion. Et si je ne le trouve pas, je le prends à côté. Mm. Mais d'abord, ils ont cette première intention de se dire, tiens, est-ce que je vais le trouver? Alors, dans 99% des cas, hein, c'est quand même à moitié prix. C'est pas de façon écologique, plus écologique. Mais globalement, voilà, c'est la démarche qu'ils vont avoir. C'est-à-dire qu'ils vont venir dans le rayon, ils vont regarder s'ils le trouvent en occasion, et s'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchaient, ils vont prendre un jouet neuf à côté. C'est génial. Ouais. Voilà. Il y a une question sur est-ce que les revendeurs ont la main sur les jouets que vous leur livrez ou vous poussez les 150 jouets minimum? Tu vois, Euh, c'est clair ou oui, pas? alors non, ils font ce qu'ils veulent, hein. Clairement, enfin, aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, c'est vraiment ce qu'on conseille. Pareil, on conseille une vraie mise en avant, c'est-à-dire on conseille en tout cas pendant les 15
premiers jours, les 3 premières semaines, d'être hyper visible parce que personne ne sait qu'on peut trouver des jouets d'occasion dans des rayons de supermarché. Donc, s'ils veulent que ça fonctionne et qu'ils nous mettent en fond de rayon tout caché, en fait, ça ne marchera pas. D'office, ça ne marchera pas. Donc, c'est des recommandations. Après, le magasin, quand il nous implante, il n'est pas forcé, c'est qu'il a envie de tester l'offre et donc il va tout faire pour que ça fonctionne. Marianne, je vois qu'on est en train de dépasser l'heure, mais avant que tu partes, il y a des gens qui voudraient parler de Jouga à leur crèche, à leur peut-être ville, à d'autres gens. Enfin, en gros, voir si s'ils peuvent faciliter l'implantation dans leur quotidien, quoi. Du coup, c'est quoi? On renvoie vers le site. T'as une plaquette à communiquer. Soit, Comment on oui, fait? soit vers notre site, soit moi je peux vous envoyer un petit flyer, enfin une petite, ouais, un truc rapide, peut-être pas la présentation qui fait quand même 5 6 slides, mais en tout cas vous envoyer quelque chose à partager, pas de souci. Ouais, donc Et on te après, en contacte effet, il sur y a le bien site toutes les infos internet? sur notre site, donc n'hésitez pas Ouais. surtout. On te contacte si besoin, il y a un formulaire de contact sur le site, c'est ça? Oui, c'est ça, ou sinon via mon adresse mail. Alors, Hélène demande s'il y a un développement dans les dom-toms. L'international, on a vu des questions. Donc, en gros, Oui, tout le monde veut que tu alors, commences, ouais, Marianne. l'international, alors francophone, oui. On échange avec la Belgique aujourd'hui. Et ça, c'est facile à mettre en place. La vraie difficulté qu'on va avoir, c'est que les jouets, soit ils parlent en français, soit les règles sont écrites en français. Les boîtes sont écrites en français. Et donc, en effet, pour se dupliquer à l'international en milieu pas francophone, il faudra qu'on ait aussi un sourcing qui ne soit pas francophone. Et pour l'instant, ce n'est pas le sujet. On n'a qu'une centaine de magasins, sachant qu'il y a plus de 1500 enfin même 3000, je crois, hypermarchés en France. On a encore un peu de boulot avant d'aller attaquer l'international. Ouais, ok. Bon, bah top, et ben on va suivre avec attention le développement de Jouga et les nouvelles implantations. Il y a une carte dispo où vous trouvez sur... Oui, Ouais, exactement. Elle est pareil sur notre site au niveau des particuliers, où trouver des jouets, où acheter des jouets. super. Donc, Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez vos hyper à côté de chez vous qui ne distribuent pas des jouets d'occasion, n'hésitez pas à nous envoyer le nom de la ville ou le nom de l'hyper et on ira les démarcher en disant on a certains de vos clients qui nous ont dit qu'ils aimeraient bien trouver des jouets d'occasion. c'est top. Ça nous fait une accroche, donc c'est chouette. Génial. Et en tout cas, merci beaucoup Marianne d'avoir été là avec nous ce midi pour parler et nous ouvrir un peu le rideau, en tout cas passer derrière le rideau pour voir comment ça se passe chez vous. Et encore bravo pour tout ce que vous faites. C'est impressionnant. Ben, Bravo. merci à vous, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, c'était super. Et puis n'hésitez pas à nous recontacter et à en parler autour de vous. Ouais. Merci.